Bienvenue dans l'épisode 2 du podcast La Pause Active. Aujourd'hui, je suis très content d'accueillir Charles-Antoine Allais, le fondateur d'Apprends et Entreprends, une entreprise de pédagogie entrepreneuriale au secondaire qui chapeaute également le Défi 48, une tournée pan-québécoise de défi entrepreneurial de 48 heures. Et nouvellement fondateur de l'entreprise Legal Census, une entreprise innovante en intelligence artificielle dans le domaine du droit. On va en parler dans l'épisode, mais Charles-Antoine, ça a un peu été le pied dans la porte pour moi de l'entrepreneuriat qui a créé cette flamme pour plusieurs entrepreneurs de la région de l'Outaouais et dans le Québec maintenant. Aujourd'hui, on parle de son parcours avec Apprends et Entreprends, ses ambitions, ses désirs en tant qu'entrepreneur, puis l'avenir avec Apprends et Entreprends et Legal Census. Bref, bonne écoute. Let's go! Épisode 2. Merci d'être là, Charles, ça va bien? Ben oui, toi? Yes, super bien. Écoute, pour ceux qui écoutent le podcast, j'ai le goût de te présenter un peu même avant que tu le fasses parce que pour moi c'est important. Charles, c'est mon pied dans la porte de l'entrepreneuriat. En 2017, j'ai fait le premier cours d'Apprends et Entreprends, qui est une entreprise de pédagogie entrepreneuriale dans les écoles secondaires, maintenant avec le Défi 48, et ça a grandi à chaque année, on va en parler. Mais j'ai fait un cours pendant une année complète en secondaire 5 d'entrepreneuriat. J'ai fait, remémorant et me connaissant plusieurs projets, mais qui n'ont jamais abouti à rien. C'est un peu l'histoire de ma vie. Mais là, je travaille sur trouver un projet puis le maintenir à long terme. Mais c'est un peu ça qui a activé la flamme de l'entrepreneuriat en moi. Puis pour ça, je suis éternellement reconnaissant, même si pour toi, c'était le premier cours, c'était tout croche, tu te lançais même toi dans l'entrepreneuriat à travers ce cours-là. Mais moi, puis je pense d'autres personnes, puis là, avec le cours, clairement, il y a plus de... Combien d'élèves là, accompagnés? Accompagné, écoute, depuis le lancement en 2017 d'ailleurs, là, que la première année d'opération d'Apprends et Entreprends, on a dépassé le cap des 3-4 000. Je vais faire un estimé, peut-être 3 500. Honnêtement, j'ai perdu le compte. Il y a peut-être un an et demi ou deux. C'est ça. Mais non, on a accumulé quelques milliers. Puis ouais, c'était dans les premiers. Puis je m'en rappelle surtout de cette cohorte-là, sérieusement. Là, ouais. Ah, let's go. Puis c'est ça, en plus, avec le Défi 48. Bref, l'impact sur les autres entrepreneurs est là. Puis c'est pour ça que je suis très content de t'avoir. Merci d'avoir replanifié l'horaire parce qu'on a eu un petit imprévu, mais là, on est là à soir. Ouais, un petit imprévu ce matin. Merci d'ailleurs à toi. Mais non, je suis bien content que tu me dises ça me touche. Puis c'est quand même drôle à dire, mais je réalise de plus en plus, parce qu'en 2017, bon, j'étais encore jeune, mais je l'étais encore plus, je me lançais, puis c'est certain que notre clientèle étant, bon, les étudiants de secondaire à l'époque, là, on n'était pas encore au cégep à l'université, bon, avait, on va dire, entre 13 et 17 ans, mais aujourd'hui, tu sais, le monde qui avait 13 et 17 ans à l'époque, un peu comme toi, tu sais, ben, sont dans vingtaine, c'est rendu des adultes, fait qu'il y en a plusieurs que je rencontre dans le monde des affaires, surtout de ces premières années-là, puis je suis convaincu que dans 2-3 ans, je vais rencontrer nos étudiants actuels, l'année passée ou quoi que ce soit. Mais tu vois, dans nos employés puis dans nos collaborateurs, bon, je ne veux pas lancer des chiffres dans les airs, là, mais c'est, je dirais, plus du 2/3 ou encore du 3/4 qui ont déjà, de près ou de loin, travaillé avec Apprends et Entreprends ou fait les cours. Fait qu'ils sont en parascolaire comme toi, même Michel, bon, Cara aussi, que tu as fait comme invité, a aussi fait partie de notre première année, de notre première cohorte à Saint-Joseph. Qu'on parle également de Samuel Valbonzil, aussi à Nouvelle-Frontière, qui fait partie de nos programmes, ou encore de d'autres personnes qui ont participé au Défi 48, bon, finalement, 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, veulent se lancer, ou encore, tu sais, avoir un pied dans le monde entrepreneurial un peu comme toi, ben, nous ont contactés, puis on était apporté à travailler avec plusieurs, là, les embaucher, fait que c'est juste full circle. C'est le fun à voir, puis c'est comme drôle, rôle inversé ou quoi que ce soit, mais non, je suis bien content d'être ici, sérieusement. Non, mais c'est ça qui est cool, parce que autant toi, c'est ton premier pied dans l'entreprise. Ben, non, deuxième, mais t'actives la flamme chez d'autres entrepreneurs, puis après, ben là, de revoir les retombées de eux, puis là, ça te crée un réseau, ça te permet d'avoir des contacts dans l'entrepreneuriat. C'est comme vraiment un cercle vertueux en soi. C'est hot. Écoute, j'aimerais ça parce que en 2017, comme tu as dit, c'était pas ta première aventure en entrepreneuriat, mais
J'aimerais voir les origines, tu sais, derrière Apprends et Entreprends parce que c'est rare qu'à du haut de tes 20... J'ai 25 ans. Ouais, à 25 ans qu'on a une entreprise depuis plus que 7 ans qui roule. Ça a parti d'où, tu sais, Apprends et Entreprends? C'est quoi les origines derrière ça? Ça a-tu parti de toi? Bref. Ben, dans le fond, là, moi, de base, la première entreprise que j'ai eue, c'était à l'âge de 13 ans. Fait que j'étais encore plus jeune, OK? L'entreprise s'appelait Charles-Édouard avec mon meilleur ami, qui est encore mon meilleur ami aujourd'hui, Édouard Wakim, que je salue d'ailleurs. Et puis, on avait décidé pour se faire un peu d'argent de poche. Puis, tu sais, on était dans un collège privé, école privée. Fait que c'est certain que les notes, c'était important. Tu sais, on fait du sport aussi, c'était important. Puis, social important aussi. Donc, de se trouver un emploi, ben non seulement on n'avait pas le besoin d'avoir un emploi à temps partiel, stable, récurrent, mais également, c'était pas dans les priorités, on va dire. Là. Mais on voulait quand même un peu d'expérience, on voulait un peu d'argent pour aller au cinéma, acheter du popcorn, faire un peu les fous là, ou la fête. Fait qu'on s'est dit, ben OK, à deux, on a peut-être 2-3 000 $ de côté, tu sais, de cadeaux de fête, de Noël, whatever. Fait que, c'est pas pire, à 13 ans. Ouais, c'est quand même pas pire, mais on est chanceux d'avoir les familles qu'on a et tout ça. Puis on s'est dit, on cherche ce Kijiji, tu sais, une idée du stock. On va-tu flipper des éléments, par exemple, tu sais, acheter quoi pas cher, leur vendre plus cher, tout ça. Mais finalement, on est tombé sur une annonce qui était des machines distributrices, mais mécaniques, là, rien de fancy, rien de très de qualité, on va dire. C'est vraiment on est en 2012, là, dans ce temps, 2011, genre. 2013, on va dire. Mais c'est ça. T'sais, on met des piastres et 2 piastres, on craint qu'on tourne, puis il y a un sac de chips, barre de chocolat, barre tendre qui tombe. Ça n'existait pas encore en passant les recettes santé là, à cette époque-là. Fait que c'était pas des barres grano, là. C'était du gros trans fat, là, solide. Ça se vendait. Exact, ça se vendait bien. Fait qu'on s'est dit, c'est intéressant. On a parlé à son père. Le lendemain matin, je sais pas à quelle heure, mais il était tôt le matin quand même, là, mais on serait peut-être plus tard à l'époque aussi. Là, fait que tôt, c'est peut-être pour moi à cette époque-là 10h le matin. Là, à voir, mais vrai, je reconfirme les chiffres exacts. Mais son père, il dit, OK les gars, là, descendez vite, il est arrivé, il est à la porte. Là, on dit, qui ça? Ben, le gars d'une machine distributrice. Et là, on se dit, attends, on l'a pas contacté hier. Il dit, je m'en suis occupé. Ben, il était comme 11h minuit. Pas grave. Je suis entrepreneur, I make stuff happen. Tu sais, comme, je m'assure que ça fonctionne. Le gars est descendu de Laval, de Montréal, avec son truck, une machine distributrice dans son bed, dans l'arrière de son camion, justement. Puis là, son père, il est comme, OK, vous en voulez combien? On est comme, on va tous les prendre. Donc là, après ça, il prend de l'argent, on le rembourse, etc. Mais là, on s'est ramassé avec juste une idée la veille. Le lendemain, avec dizaines, voire, non, 12 machines distributrices mécaniques. Donc, 12? Ouais, 12. Okay. Mais c'était comme 200$ la shot, là, tu sais. Quand même. Mais on était comme, OK, on avait une idée, mais là, on était obligé de vraiment le faire, tu sais. Ouais, c'est bon. Fait qu'en tout cas, on a runné ça pendant peut-être 2 ans. On a placé des machines distributrices dans des commerces avec des salles d'attente. Qu'on parle de garage, qu'on parle également de clinique médicale, de dentiste, quoi que ce soit. Ben le fun, prendre un bon truc de chip avant d'aller voir le dentiste. Non, on n'avait pas de dentiste, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Oui, j'ai dans le gym des barres de chocolat. C'est ça, des affaires de même. Là. Question de ruiner un peu tes gains. Mais bon, ça roulait quand même. Mais on n'était pas super... comment je peux dire ça? Comme assidu? Ouais, assidu, exactement. C'était comme ma mère, elle venait, on allait au Costco, là, après ça, elle faisait le tour, je conduisais pas à cette époque-là, bien évidemment, ce serait illégal. Elle venait me porter aux endroits, on remplit la machine distributrice, je revenais, mais comme c'était plus un afterthought, concrètement. Ouais. Puis on a acheté aussi 2 vélos réfrigérés, de crème glacée, les années 60, là, qu'on voit dans le film un peu là, américain. On a retapé ça, on a sablé ça, on les a peinturés. Puis là, on a fait le tour une couple de jours. Une couple de jours d'acide dans une petite cacane de gars en secondaire 2, ça roule pas vite puis pas loin. Mais on allait dans les compétitions sportives, les festivals, etc., vendre des t'avais bien ciblé ton marché. Glacée, c'est ça, comme des rafraîchissements, des bouteilles d'eau, Gatorade, etc. Fait que non, mais c'est une belle expérience quand même pour commencer. Puis à l'époque, j'avais pas réalisé à quel point ça avait été marquant dans mon parcours. À cette époque-là, je me dis, c'est une petite expérience, whatever. On a remboursé notre investissement initial, je pense, mais sans plus, là, ou quoi que ce soit. Fait que c'était pas non plus, on n'avait pas fait une grosse cagnotte avec ça pour autant. Mais rendu plus tard, le simple fait on a une idée, puis le lendemain, ça arrive. Puis il est comme 11h minuit, puis le gars, il fait la route de Laval-Montréal, puis ça se passe, puis il est devant chez vous, tu sais.
je l'ai réalisé plus tard, mais ça a vraiment fait une différence dans mon parcours puis de comment j'ai vu les choses par la suite. C'est possible, puis on a juste besoin de demander, d'essayer concrètement. Fait que c'est vraiment parti de là après entreprendre. Je dis à la blague, en même temps, c'est un peu vrai, que j'ai été mon premier client. J'ai été le premier client d'après entreprendre sans même m'en rendre compte, parce qu'à cette époque-là, bon, c'est sûr que fallait tout qu'on apprenne nous-mêmes. Écrire un contrat, ben les fautes d'orthographe. Faire un nœud de cravate, boutonné en jaloux, puis pas super droit. Élégant, Après ça, négocier. Plutôt l'inverse. Il négocie à nous. C'est ça. Fait négocier des jeunes de 13 ans, ça n'a aucun sens. C'est ça. Mais tu sais, mon point là-dedans, c'est qu'on s'est cassé à margoulette, on s'est gratigné les coudes, on s'est écorché les genoux à plusieurs reprises. Puis à un certain point, on se dit, OK, ben on voudrait un mentor, on voudrait des chambres de commerce, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas rentrer là, tout ça. Mais la réalité de la chose, c'est que la plupart du temps, ils nous trouvaient bien cute. Ils disaient, c'est félicitations, belle initiative, mais on n'a pas vraiment de membership ou encore de programme pour les mineurs. Venez nous voir quand vous allez avoir 18 ans, quand vous allez avoir plus d'expérience, quoi que ce soit. Fait que les ressources qui étaient supposément à la disposition des entrepreneurs ou encore des jeunes entrepreneurs, ben on n'y avait pas vraiment accès, parce qu'on était comme trop jeunes. Mais bon signe, mais en même temps, t'as la porte qui se ferme constamment. T'sais. C'est ça, tu sais. Puis également, il y avait le concours aux entreprendre, d'autres compétitions entrepreneuriales quand même, ça destinées aux mineurs, tu sais, aux jeunes secondaires. Mais étant dans un collège privé, on n'avait pas accès à toutes les compétitions. Puis aussi, il fallait quelqu'un de la direction ou encore de l'école qui soit comme un peu un mentor, un coach. Puis on n'a pas réussi à avoir personne. Fait qu'on n'a pas pu participer aux entreprendre, on n'a pas pu participer à ces concours-là. Puis je me disais, coudonc, à quel point c'est compliqué, comme on est motivé, on a des ambitions, on est jeune, on a du temps, mais soit il faut qu'on se déplace, puis on n'a pas de voiture pour aller vers des opportunités, ou encore, ben qu'est-ce qui vient à nous directement, un peu naturellement, ben on n'y a pas accès parce qu'il faut un coach, il faut un adulte, il faut un mentor, il faut un coach, tout ça. Puis concrètement, je trouvais ça aberrant, parce que t'es jeune, t'as quoi à perdre? T'sais, même si bon, on perdait l'argent, la business ne roulait pas, ou quoi que ce soit. J'ai pas de loyer à payer, j'habite chez mes parents, j'ai pas de voiture à payer, ma mère elle me conduit partout, après ça, même chose au niveau de la nourriture, j'ai pas de famille à nourrir, pour autant à cette époque-là. Fait que je me disais, c'est tellement une opportunité manquée. C'est des jeunes qui ont des idées, des ambitions, des projets, des intérêts. Pas besoin d'être un expert, d'avoir une maîtrise ou un doctorat pour se lancer. Il faut de la passion, du temps, puis honnêtement, la beauté de la chose, c'est que quand on est jeune, on n'est pas pour autant vu comme un compétiteur. Une autre compagnie de machines distributrices ou de distribution ne m'aurait pas vu comme « Oh my God, il mange ses parts de marché ». Non, il aurait dit « Quoi, on va t'apprendre les coulisses de business, on va t'aider parce que c'est remarquable, puis on veut t'encourager. » Ouais, tout le monde veut t'encourager quand t'es jeune. Là. Exactement, puis encore aujourd'hui, tu dois te le faire dire, mais comment, t'es jeune, t'es en physio en plus, comme t'es aux études, puis t'as une entreprise, wow, c'est impressionnant. Fait que on a un peu des cartes que les autres n'ont pas. C'est ça, tu as la conception de l'homme de 35 ans qui a de l'argent, qui travaille, qui là peut finalement se lancer en entrepreneuriat parce qu'il comprend comment tout fonctionne, mais toi, tu as comme flippé ça pour dire, ben au contraire, les jeunes sont passionnés, ils ont de la drive, sont capables de se débrouiller. Oui, ils vont se planter, mais ils doivent se planter. Puis là, comment les outiller pour justement, juste qu'ils se lancent, parce que moi, je l'ai vu, tu l'as vu, quand tu te lances jeune, tout le monde veut t'encourager. Si c'est un projet étudiant en physio, si c'est un projet étudiant au secondaire, si tu as en bas de 16 ans, clairement, tout le monde, tu sais, justement, c'est plus un esprit de collaboration, puis d'entraide, puis aider les jeunes, puis d'avoir quelqu'un pour encadrer ça, ça aide vraiment. Là. Exactement. Fait que, tu sais, j'avais identifié un problème, puis pour moi, c'est entrepreneuriat. C'est de mettre son grain de sel sur le monde, mais surtout d'emmener les solutions qu'on souhaite avoir. Donc, d'identifier une problématique, une frustration ou encore un pain point, puis de développer une solution. Fait que de ne pas attendre qu'une grosse entreprise, grosse corporation, que quelqu'un d'autre le fasse pour nous. Non. Écoute, on est choyé, on est Canadien, on est dans un beau marché. Pourquoi ça ne viendrait pas de nous? Pourquoi la solution n'est pas de la jeunesse? Puis peu importe le problème, qu'on parle d'un problème en physio, en santé, en droit, en affaires, en éducation ou encore, à la limite, en alimentation, pourquoi ça ne viendrait pas de la relève? Il n'y a aucune raison. Exact. Puis aussi l'esprit plus jeune, puis on est comme non biaisé, fait qu'on arrive dans un marché ou dans un problème, puis on le voit complètement différemment que les personnes plus âgées, puis on peut attaquer un angle mort. Là, exactement. Clairement.
Fait que, tu sais, moi, je m'étais dit, bon, j'avais un peu oublié le problème, mais je m'étais concentré sur le sport par la suite. Bon, j'ai joué au football, au cégep, au cégep de l'Outaouais, en fait, mais j'ai une blessure qui a, j'ai décidé de mettre fin à ma carrière de footballeur. En fait, après une déchirure de l'épaule, j'ai eu une opération, reconstruction du labrum, etc. Quand même. Fait que, ouais, c'était un an de rémission. Chirurgie de Bancard. C'est quoi? Chirurgie de Bancard. Ouais, c'est ça. C'était comme 2-3 mois, tu sais, avec une tige de métal ici. On dirait que j'avais une boîte à lunch en dessous du bras. Je dormais dans un lazy boy pendant 2 à 4 semaines. Tu sais, c'était vraiment pas plaisant, mais j'avais quand même des sessions de joueur de football. Fait que moins de cours, tu sais. Oui, fait que j'avais vraiment du temps. Puis j'étais pas super motivé. Tu sais, oui, j'ai dit que tantôt les notes étaient importantes, mais moi, j'arrivais à ne pas étudier un peu, puis à passer. Puis je me disais, entre passer en mettant peut-être 1 heure d'études, puis avoir 100%, mais mettre comme 12, 20, 30, 40 heures d'études, coudonc, je suis aussi bien juste de passer puis d'avoir mes journées libres, tu sais. Le 20-80. Exact. Mais quand je fais du sport, OK, pas de problème, mon temps est comblé ailleurs, tu sais. Mais là, après, quand j'avais plus le football, à un moment donné, ça fait son temps, là, regarder Netflix ou encore regarder la télé. J'étais tanné, j'avais rien à faire. Parce que pour toi, ça n'a jamais vraiment été le parcours scolaire. Là. Ça a toujours été ce qui se faisait en parallèle. L'entreprise avec Édouard, le sport, etc. Puis là, quand tu as perdu ça, c'est là où ça a ranimé la flamme. Genre. Exactement. En fait, c'est même pas moi un peu qui l'a rallumé. C'est en fait la mère de mes amis du primaire qui avait une compagnie fête en boîte de fête d'enfants. Puis elle a cherché quelqu'un pour développer un cours en parascolaire dans les écoles primaires de la région, entrepreneuriat d'ailleurs. Et puis aussi, basketball, sport, soccer, etc. Puis elle m'a dit, je t'embauche. Tu sais, viens-t'en, puis crée donc comme le curriculum ou le plan de cours. Tu sais, fait que j'avais rien à faire, j'étais comme, why not? Je vais le faire, je vais l'essayer. Puis j'ai créé le curriculum avec Wikipédia, tu sais, avec des recherches sur Internet. J'ai offert le programme de l'école primaire, puis honnêtement, c'était un flop. Ça n'a pas vraiment bien fonctionné parce que c'était plus du gardiennage qu'autre chose. Puis moi, du haut de mes 18 ans, on va dire, enseigner, superviser, puis gérer un programme avec des étudiants du primaire qui ont 7, 8, 9 ans, tu sais, j'avais pas la maturité ou l'expérience ou même la patience pour ça. C'est jeune. Là. Fait que, c'était correct, là, comme ça s'est bien passé quand même, mais c'était pas à la hauteur de mes attentes. Puis, après l'expérience, elle a décidé de vendre l'entreprise. Puis elle m'a dit, tu sais quoi, genre, il achète le volet fête d'enfants. Si tu veux garder le parascolaire ou encore faire de quoi avec ça, tu sais, on a 1 ou 2 contrats, 3 contrats, genre, gère ça comme tu veux. Puis je me suis dit, OK. Si je peux avoir une petite sideline, faire 2-3 000 $, par année avec un sport semaine, why not? Fait que je me suis lancé. Il y avait quelqu'un d'autre à l'époque avec moi, mais il reste quelques mois là, dans l'entreprise. Puis je me suis dit, all right, je vais mettre le focus sur l'entrepreneuriat parce qu'au niveau du sport, je trouve qu'il y a déjà une offre de service sur le marché. Mais par contre, le primaire, c'était trop compliqué à gérer. Je vais essayer au niveau du secondaire. Puis encore une fois, j'ai tout développé avec Wikipédia. Je ne connaissais rien quand même en affaires, sauf mon expérience de mes 13 ans. Là. C'est là que j'apprends ce que moi j'ai gobé comme information. Exactement. C'était Wikipédia dans le fond. Génial. Je te dévoile le scoop. Fait que j'ai commencé à bâtir ça. Puis là, j'ai approché mon école secondaire que tu fréquentais également à l'époque, le collège Sélection de Gatineau. Puis je leur ai dit, how about on fait un cours entrepreneuriat parascolaire? Fait que les gens qui se trouvent pas dans le sport, qui se trouvent pas dans les arts ou encore dans le théâtre à la limite, là, ou dans les activités, les parascolaires d'échecs par exemple, peu importe, on peut leur proposer de mettre sur pied leur propre projet. Fait qu'un programme d'entrepreneuriat de l'idéation jusqu'à la commercialisation de son entreprise. Puis entre toi et moi, ils ont dit, t'es un ancien, on va te donner une chance, mais il faut que tu aies un minimum d'inscription. Ils ont dit, combien ça coûte ton programme? Top of my head, j'ai dit 200$ par personne. J'ai sorti un chiffre de même. Puis finalement, il me fallait que j'aille minimum 6 inscriptions pour le faire. Puis 2-3 semaines plus tard, on avait 46 inscriptions. Fait que c'était plus que la limite d'une classe. On a fait 2 groupes. OK. J'ai fait même 2 pas groupes ça, à l'époque. Ouais, exactement. Puis le contrat était peut-être de entre 6 et 8 000 $, peut-être 7 000, autour de 7 000. Puis là, je me disais... ça, c'était 200 par étudiant. 46, ça monte vite. Là. En tout cas, c'était... J'en ai plus des chiffres exactement, mais c'était le plus gros montant d'argent que j'avais dans mes mains à l'époque. Puis là, je me disais, OK, il y a une vraie entreprise à faire. C'est pas juste un petit projet. Je me dis, je vais l'essayer, je passe à autre chose. Je suis comme, il y a de quoi à faire pour de vrai. Mais à chaque cours, moi, j'étais quelqu'un à l'époque,
comme parler dans un podcast de même, là, boy, j'aurais pas aimé ça. J'aurais été stressé, je me considérais plus introverti qu'extraverti. Tu sais, faire une présentation orale là, à l'école, je suais, là. Tu sais, comme j'étais sur le bas du tableau, je voulais pas être là, je voulais être malade ce jour-là. Là, tu sais. Mais par contre, il a fallu que je l'enseigne. Puis je me suis dit, si à un certain point, je veux déléguer puis embaucher des employés, ben je dois l'avoir fait moi-même. Je dois savoir à quoi m'attendre. Je dois connaître un peu, tu sais, comme le marché. Je dois mener par l'exemple un peu, tu sais, prouver que je suis capable moi-même de le faire. Puis aussi passer par-dessus, ben, un peu cette pression-là ou encore le fait que je ne sois pas habitué. Il faut que je sorte de ma zone de confort, carrément. Fait que c'est ce que j'ai décidé de faire. Puis avant chaque cours, je stressais. 2-3 heures avant, là, c'était pas drôle. Puis je faisais la journée à apprendre c'est quoi un logo, une image de marque, c'est quoi des finances d'entreprise. Puis entre toi et moi, bon, la bonne nouvelle, c'est que vous étiez au secondaire. Fait que concrètement, tout ce que que j'enseignais, on va dire, ben d'un, était nouveau, vrai. Puis c'était pas, on avait 1 heure et demie à chaque 2 semaines. C'était pas non plus approfondi. Là. Fait que, tu sais, faire un logo, ben oui, tu es capable d'apprendre sur Internet par toi-même. Là, surtout aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, tout ça. Fait que c'est ce qui a mené à la création d'Après Entreprendre. Là, bon, premier contrat avec Alexandre, dont tu as fait partie. Puis après ça, ben c'était vraiment le lancement d'entreprise pour de vrai. On a eu d'autres contrats dans la région. On a eu un contrat international, on a pris de l'expansion. Puis je passe par-dessus aussi ma peur un peu de parler en public. Puis aujourd'hui, je fais un peu ça quotidiennement. Mais non, c'est fou à quel point l'entrepreneuriat m'a permis de me développer, de prendre en confiance aussi beaucoup en mes propres moyens, parce qu'à cette époque-là, tu sais, comme je dis, j'avais pas les meilleures notes à l'école, mais je passais, tu sais, sans plus. J'étais pas super confiant en général, mais l'entrepreneuriat m'a tellement fait grandir personnellement, au niveau de ma confiance, mais aussi mes notes ont augmenté. T'sais, aujourd'hui, bon, je suis en droit, puis il fallait que je garde des moyennes, tout ça. J'avais pas les notes à l'époque pour rentrer en droit, mais on dirait que de prendre le contrôle, d'entreprendre mon quotidien, d'entreprendre ma vie, d'entreprendre ma carrière, ça a fait en sorte que tout d'un coup, je me posais des questions sur ce que j'apprenais. Pourquoi le cours de français est important? Pourquoi les mathématiques, c'est important? Puis qu'est-ce que je vais en faire? Comment j'apprends? Comment je peux optimiser mon temps? Je me posais des questions qui ont fait en sorte développer des bonnes habitudes, c'est sûr, là, puis des bons réflexes, mais également qui ont juste fait en sorte que je voyais le why, le pourquoi je le faisais. Puis mes notes ont augmenté drastiquement. Là, c'est de façon marquée, là, vraiment remarquable. Fait que c'est vraiment le début d'Après Entreprendre. Puis qui m'a aussi un peu formé comme individu. Là. Moi, je l'ai vu parce que je te connaissais avant, tu étais ami avec mon frère. Tu sais, veux pas, on n'a pas tant d'âge de différence, donc on allait à la même école secondaire, etc. Je te connaissais avant, puis je le vois nettement que, tu sais, justement, tu l'as dit toi-même, tu étais introverti plus qu'extraverti, puis c'est comme si tu avais vraiment perfectionné ou appris l'art oratoire, comment t'exprimer, comment convaincre, comment négocier, comment... Tout ça, puis là, tu sais, c'est comme... Tu y penses même pas, c'est un no-brainer, tu sais, t'arrives ici, tu t'exprimes absolument parfaitement, tu sais. Merci beaucoup, mais pas parfaitement. Non, mais comme, tu sais, c'est très... Il y a beaucoup de rigueur dans tout ce que tu dis. Puis, tu sais, mettons, tu vas aller sur un épisode de radio ou autre, on dirait que t'as reverse engineer l'aspect hors oratoire ou s'exprimer, ce qui est drôle, tu sais, parce que pour moi, j'ai toujours été comme dans l'action ou parler, tu sais, je suis un extraverti de nature, puis là, j'apprends à plus, puis c'est aussi le but du podcast, plus tu en fais, plus tu t'apprends à bien parler, mais vu j'ai toujours parlé, mais là, j'apprends à ce que chaque mot pèse un peu plus. Puis là, vu que c'est toi, tu as eu l'approche complètement inverse de dire moi, j'ai ça pour mourir, parler. Là, on va perfectionner cet art-là. Puis tu sais, concrètement, je pense que ce qui explique un peu la chose, puis aussi le développement, c'est j'aurais pu atteindre un niveau au niveau de la communication orale, écrite, parler par moi-même, mais la clé, puis ça paraît cliché, mais c'est tellement vrai, c'est de bien s'entourer. C'est après 1 an, voire 2 ans après la fondation d'Après Entreprendre, j'ai rencontré mon partenaire d'affaires actuel qui est encore là dans l'entreprise Après Entreprendre, qui est Éric Charlebois. Puis pour faire un portrait en fait général de c'est qui Éric, c'est quelqu'un avec un CV
qui est lourd à porter en dessous de son bras. 12 pages. Ouais, honnêtement, le pire, c'est moi qui l'ai designé à l'époque parce qu'il est plus vieux, Eric, il faut comprendre qu'il est dans la quarantaine, il a un enfant, tout ça, fait qu'on est très complémentaires de par nos compétences, connaissances, mais aussi, on va dire, nos intérêts. C'est drôle, on est vraiment tellement à l'opposé, mais on se rejoint là-dessus, on se rejoint malgré tout, ça, comme on a une belle entente, puis on est des très bons amis aujourd'hui. Mais je te demande comment c'est possible. Moi, je suis 25 ans, je suis 6 pieds 5, lui il est 5 pieds 5, 47 ans, franco-ontarien, chez Gatineau. Ça ne fit pas sur papier. C'est ça, sur papier, ça ne fit pas, puis tu nous vois, t'es comment? Il y a une histoire derrière ça, probablement. Oh oui, clairement. Une dizaine de reprises, c'est toujours drôle d'expliquer. Mais mon point là-dedans, c'est qu'Éric, c'est un maître de la communication. De base, il a des dizaines d'années d'expérience, mais il a enseigné au secondaire, c'est un pédagogue de nature, là, il a le temps d'enseignement au secondaire, il a enseigné à l'université, mais c'est aussi un poète. Okay? Il y a 13-14 livres et recueils de poésie qui sont en vente en librairie à son nom actuellement. Il parle plusieurs langues, il y a genre, là je parle un peu à travers mon chapeau, là, mais il y a de mémoire 2 ou 3 bacs, une maîtrise, peut-être un doctorat, non pas doctorat, 2 maîtrises, en tout cas, de quoi dans le genre. Fait que, ça finit plus. Non, je pense qu'il a arrêté d'être sur les bancs d'école à comme 45 ans. Mais Eric, c'est drôle, quand il parle, c'est minimum 6 minutes. Minimum, tu sais. Ah, mais il en connaît sur tout. Il poète, il s'exprime, mais exactement. Le chemin se fait de lui-même devant lui pour exprimer. Fait que je comprends que tu t'es entouré de lui pour... Non, mais tu sais, il m'envoyait des courriels, pour Monsieur une bonne fête, par exemple. Puis déchiffrer ce qu'il veut dire, il me faut un dictionnaire. C'est un poème qu'il m'envoie. Ça me prend comme... Bon, attends, je vais aller à l'école en linguistique là, pour pouvoir lire ton vœu de bonne fête, là, c'est pour le comprendre. De un, mais c'est comme je demande, hey, t'es-tu là demain à telle heure, à midi? C'est pas juste oui ou non. Là, c'est comme les fleurs sont roses, je serai... bon, peu importe, je suis pas poète moi-même. Dans l'épisode 1, Marco, il exprime un poème qui était super bon, mais direct, mais c'était très concret. Mais les poèmes d'Éric, justement, faut que tu mettes la tête à y réfléchir. Il y a plein de métaphores, de consonnes qui se suivent, etc. Mais il est excellent. Il est tellement intelligent. Puis tu sais, Éric... On avait à l'époque aussi on en a encore, mais on a des conférences. Puis quand on s'est rencontrés, on s'est dit, OK, on va commencer à travailler ensemble. Avant qu'on soit partenaire, qu'il soit actionnaire, on va juste voir comment ça va. Avoir un peu de contrat ensemble. Puis moi, à l'époque, j'étais correct pour m'exprimer. Je passais par-dessus un peu ma crainte puis tout ça. Mais j'avais besoin d'un script un peu. Comme PowerPoint, des feuilles de notes, par exemple. Comme pas avec des phrases complètes, mais minimalement des points de forme, comme des bullet points sur ce que je vais aborder. Toi, t'es plus type comme cartésien, faut que ça soit... Je suis cartésien, mais maintenant en communication, je suis le contraire. Je me prépare dans ma tête, mais rarement j'arrive là avec un texte ou avec des bullet points. Je préfère quasiment pas avoir de PowerPoint puis avoir l'attention sur moi, parce qu'au bout de la ligne, n'importe qui peut réciter un texte. N'importe qui peut apprendre la matière, puis on a 2 textes à apprendre. Les 2, on va réussir à passer l'information. Fait que la différence pour être mémorable puis pour être excellent en communication, c'est pas tant sur le contenu, c'est plutôt sur le contenant. L'attention est où? Comment tu maîtrises l'environnement, comment tu accélères ton débit, tu le ralentis, tu parles plus fort, tu parles moins fort. C'est vraiment de ça qu'on se rappelle. C'est ça qui a un impact. Donc, pour avoir cet impact-là, c'est trop scripté, c'est trop artificiel, tu n'atteindras pas ton but. Puis si tu as un PowerPoint, les moments où tu utilises ton non-verbal, la gestuelle, ou encore tu volontairement prendre une pause, ne sera pas remarqué. Parce que le regard du public est rivé vers l'écran, est rivé vers des phrases complètes, puis etc. Fait que si tu as un PowerPoint, c'est peu de texte, des statistiques, des photos peut-être, puis uniquement quand c'est plus formel, mais généralement, je préfère y aller vraiment... De livrer la marchandise et de créer une expérience. Parce que toute communication est une expérience qu'on veut vivre ensemble. Fait que si je vis une émotion puis je veux que vous le compreniez, je veux que vous le viviez avec moi puis que vous me regardiez dans les yeux pour comprendre ce que je pense, ce que je vis, ce que je ressens. T'sais. Puis Éric, il est excellent là-dessus. Puis justement, pour revenir à mon histoire, je me rappelle d'une conférence, mais sans c'est à Buckingham, genre dans ce gamme quoi de même. Une des premières conférences ensemble, puis on s'est dit, OK, on va le donner à 2. C'est sur un sujet, on va dire, sur la communication, négociation. Bon, on va dire négociation. Puis là, je dis, OK, fait que check, moi, tel sujet, l'intro, je vais la faire. Toi, tu vas faire après ça, l'autre jour. Là, moi, je vais te parler de ça, de ça. Ça me dérangeait pas qu'il ne scripte pas ses parties.
mais au niveau de l'échange de paroles, de tours, je me dis, OK, ça va être mieux. Puis il dit, parfait, je fais un PowerPoint, j'écris des notes sur, OK, toi, je vais t'avoir ça, moi, ça, toi, ça, moi, ça, tout ça. Vraiment précis, puis il dit, ouais, c'est parfait. On arrive là après 5 minutes, il a pitché le script par la fenêtre, puis le bon vieux Eric est ressorti, là. Puis tout d'un coup, il me regarde, il dit, Charlie, je t'ai inspiré, là. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as mangé ce matin? Puis là, je me dis, ben, on parle de négociation, t'as mangé quoi? Puis là, il improvise, puis je me dis, ah, tabarouette. Là, les liens que je voulais faire. Là, froide, là. Ouais, là, les liens que je voulais faire, ça marche plus. Là, ma tête, elle roule à 100 000 à l'heure, puis je me dis, ah, qu'est-ce que je dois faire? Mais mon point, c'était un baptême par le feu. Il m'a vraiment sorti dans le confort involontairement. Puis, pour continuer à donner des bonnes conférences avec Eric, il a fallu que je m'adapte, puis que je me dis, sais-tu quoi? On va se laisser inspirer par la vibe, par le groupe, par. Tu sais, au lieu d'être dans mon contenu, je vais être dans l'ambiance puis dans la réalité des individus, des hommes, des femmes qui sont devant moi, parce que c'est fou à quel point quand on observe, on est en communication, on observe les gens, on va toujours trouver le même type de personne. Quelqu'un qui est extrêmement expressif, quand on parle, c'est comme un peu un métronome pour nous. Il dit, ah, oui, ouais, il n'est pas sûr. Fait qu'on peut se fier à lui, ça, OK, devrais-tu réexpliquer, donner une autre explication, bon, peu importe. On va en avoir d'autres qui vont être un peu, tu sais, de glace, là. Fermé, là. Ouais. C'est eux si on les convainc ou si jamais on brise cette carapace-là, ben là, on a conquis tout le monde. Donc, les questions, hey, qu'est-ce que t'en penses? Puis ceux qui se trouvent cool, puis ils disent, oh, ben, prochaine personne. Non, mais c'est intéressant, je vois que tu portes des souliers de sport, t'es un sportif. Changer de sujet, puis là, après ça, tu sais, déconstruire la carapace, tu sais, de étape par étape. Fait que quand on le vit, comme quand on est dans un texte, on le vit pas, on le récite. On livre la marchandise. Mais quand on est là, puis on est nous-mêmes, ben on le vit avec eux. Fait que c'est vraiment ça qu'Éric m'a appris, puis c'est puis drôle. je m'ajuste rapidement. Ouais. Ben oui, puis c'est drôle parce qu'Éric, il est pas de notre génération, puis il est pas du tout techno, mais c'est tellement d'actualité, ça. Tu sais, la monnaie d'aujourd'hui, c'est l'attention sur tous les réseaux sociaux, sur n'importe quelle plateforme, c'est d'avoir l'attention. Puis tu sais, dès le début, tu as saisi que justement, l'attention, ben, c'est qu'elle soit concentrée sur toi, comment l'avoir, etc. Puis ben, c'est ça qui t'a permis d'avancer. Puis Eric, c'est clairement un bon premier partenaire à avoir. Puis je trouve ça intéressant parce que justement, tu as parlé de tellement de personnes qui ont été impliquées dans ton parcours. Puis c'est ce que je trouve intéressant de l'entrepreneuriat, c'est très facile quand on est bien entouré, mais c'est absolument impossible quand on est seul. Puis, je voulais savoir, est-ce que dans ta famille, il y avait des entrepreneurs, ton père, peu importe, ou... T'sais... Mon grand-père était entrepreneur dans le Bas-Saint-Laurent, Rimouski, qui avait une compagnie de construction qui s'appelle JRL, fait construction, JRL Construction, puis il y a aussi une papeterie comme... une roulatec, je pense, c'est comme les patins à roues alignées, la boule de disco au milieu dans l'époque. Là, wow. Non, il était vraiment super de ce côté-là à Rimouski. Puis j'ai toujours eu la plus grande admiration dans mon grand-père. Je ne le voyais pas toujours parce que Rimouski était plus loin, tout ça. Puis j'étais super jeune à l'époque. Mais on dirait que dans les derniers 2-3 ans, c'est là que je me suis rendu compte à quel point, veut pas, le rendre fier, c'est comme un peu une motivation. Puis à quel point... T'sais, on n'a jamais parlé de business tant que ça, mon grand-père puis moi, parce que j'étais super jeune. Je n'étais même pas encore entrepreneur tant que ça. Mais juste entendre les récits. Juste entendre ma famille parler de lui ou encore, il est reconnu comme un grand bâtisseur du Bas-Saint-Laurent. Puis juste de voir comme, ah, wow, il a fait ça, tout ça. Ça m'a impacté, ça m'est resté dans la tête quand j'étais jeune. Puis aujourd'hui, là, je le conscientise, mais ça a un gros impact. Parce que non, la réponse simple, c'est non, il n'y a personne dans ma famille directe. Comme immédiate dans la région, on va dire, comme mes parents, tout ça, qui sont entrepreneurs. Mon père est en médecine, il est médecin. Ma mère est dans le domaine pharmaceutique, fait dans le monde de la santé, encore une fois. J'ai 2 demi-sœurs qui sont dans le monde carcéral, on va dire. Fait que une de mes sœurs qui est gardienne de prison, l'autre qui est policière. Puis au niveau entrepreneurial, non, c'était seulement mon grand-père, mais... J'avais pas eu il m'a jamais dit, tu devrais te lancer en affaires, ou quoi que ce soit. C'était vraiment indirect. Ouais. Ton inspiration, c'était plus ton grand-père, puis ton premier mentor avec ton premier partenaire, Édouard, c'était justement
son père, dans le fond. Ouais, bon, ouais, on peut dire ça. Mais je dirais aussi, tu sais, la mère de mon ami du primaire, Daniel Soucy, qui m'a, tu sais, un peu embauché, tout ça, ben ça Ouais. m'a montré les Ben possibilités. oui. Mais au-delà de ça, je vais dire que ce qui m'a le plus motivé à commencer à m'assumer comme entrepreneur, c'est de trouver mon X, dans le sens que ça m'a tellement fait gagner en confiance, puis je voyais un impact partout, tu sais, dans mes notes, dans mes relations personnelles, avec ma famille, tu sais, bien évidemment, oui, au niveau professionnel aussi, avec ma carrière, que ça m'a juste ouvert les yeux, puis c'est pas tant une motivation. Il y a jamais personne qui m'a dit ah, lance ton affaire, tu sais, Ouais. etc. Et jamais. Ça vient de moi, on va dire, puis d'observation de mon entourage. Mhm. Tu sais, ça n'est pas de discussion directement, puis je suis devenu entrepreneur un peu sans même le réaliser, tu sais. Fait que, ouais, je te dirais que ça vient vraiment de là. OK, très intéressant. Puis quand Daniel t'a repassé le flambeau, est-ce que ça s'appelait Après Entreprendre ou c'est toi qui as Non, il n'y avait pas lancé de la nom. marque? Là, OK, je l'ai enregistré, j'ai trouvé le cool. nom. Puis d'ailleurs, bon, mon ami de l'époque qui était à l'entreprise voulait un autre nom. Moi, je disais non après Entreprendre. Puis là, Une finalement, chance ben, que et c'est lui, il toi. jouait au football, il était occupé. Fait que finalement, il a dit ah, gars, je suis trop débordé, je suis occupé. Mm. Fait que, tu sais, je te laisse faire ça tout seul, tu sais, lance ça. Fait que c'était bien passé pareil. Puis je me suis dit, OK, ben, je vais avoir mon nom après Entreprendre. Puis let's go. Cool. Par contre, au niveau SEO, mauvaise décision. Au niveau du nom, là, un peu Ouais, c'est trop très long. long, là. Hey, dire mon adresse courriel au téléphone, Ouais, là, moi parce que aussi. j'ai un nom composé, hein, Charles-Antoine Allé. Au téléphone, dire c'est quoi l'adresse courriel? Prépare-toi. Prépare-toi. Charles-Antoine.allé@apprendetentreprends.com. Faut que je l'épelle. Ouais, c'est sûr que le domaine était libre, mais après C'est le ça. rendre populaire, c'était une autre Ça, job. tu vois, c'est un conseil que Wikipédia donnait pas là, quand Ouais. j'étais rendu à aborder les sites web avec vous. Là. Fait que je l'ai appris avec l'expérience, avec la C'est pratique. bon. Hein, Ouais, le concrètement. SEO, c'était pas d'actualité en 2016. Ça l'était quand même, mais je n'étais pas rendu là. Moi non plus, clairement. Là. Je commence à toucher ça. Là. OK, cool. Puis là, je me dois de poser cette question-là parce que même moi, je me la suis passée parce que pour vous mettre en contexte, j'ai fait le cours en 2017. Puis après, j'ai acheté une licence pour desservir les cours d'après-entreprendre parce que ben, j'ai tellement aimé avoir cette flamme-là que je me suis dit, j'aime ça avoir un impact sur les autres, ben, je vais l'avoir à Québec. Donc, j'ai desservi les cours à Québec. Puis la question qui revient, puis clairement, toi, c'est un peu ta plus grande remarque. Puis même des fois, tu me dis, hey, je doute de ça. C'est, tu donnes des cours d'entrepreneuriat. Mais en soi, là, c'était ta deuxième expérience, mais du haut de tes 13 ans, c'était ta première entreprise. Comment tu gères le fait que tu donnais les cours d'entrepreneuriat sans nécessairement de formation ou tu es entrepreneur parce que tu formes d'autres entrepreneurs? Comment tu gérais tout ça? C'est sûr que j'avais le syndrome de l'imposteur. Que tout entrepreneur va avoir en menant son parcours, selon moi. C'est inévitable. Mais par contre, le fait de devoir donner un cours chaque semaine, ça me forçait à continuer puis à pas trop poser de questions. Comme c'était juste dans les opérations, puis j'avançais. Ouais. Puis rapidement, je me suis proposé des opportunités. Puis les gars m'ont appelé en disant ça a l'air, vous êtes un expert en entrepreneuriat, jeunesse, tout ça. Je disais expert, de quoi tu parles? Mais je me suis rendu compte que c'est une question de perception. Puis il y a tellement de monde qui aurait été plus compétent que moi à l'époque pour offrir ces cours-là, mais qui ne l'ont pas offert. Donc, au bout de la ligne, t'as beau pas être le plus compétent, le meilleur, si tu connais 1% de plus que ta clientèle sur un sujet en particulier, t'as une valeur à ajouter, t'as une valeur à offrir. T'sais. Fait qu'il a fallu que je m'ajuste, que moi-même, ma perception de ma propre personne, puis ça rentre avec le gagner en confiance envers moi-même, mes propres moyens, ben, il a fallu que j'ajuste ma perspective puis je me dise, ben, sais-tu quoi? Tout le monde a commencé quelque part. Puis il y a personne qui est expert de base, à moins que tu sois comme un spécialiste, on va dire, au niveau, je sais pas moi, on prend Eric, de la communication, puis là, après des années d'expérience, il va se lancer. Mais tout jeune entrepreneur devient expert dans son milieu en le faisant, tu sais. Fait qu'il faut juste pas... Faut pas arriver avec une perspective arrogante ou comme « Ah, tu sais, je connais tout là-dessus ». Il faut accepter de s'entourer de personnes plus compétentes que nous, plus intelligentes que nous à la limite, puis se laisser imprégner dans leurs apprentissages. Ça veut pas dire que c'est eux qui ont le gouvernail entre leurs mains, qui dirigent l'entreprise. Non, c'est ça. Mais simplement,
il faut reconnaître nos limites, puis que quand on se lance, puis qu'on n'a pas de spécialité, ben c'est sûr, par la bande, on est généraliste. Fait que notre objectif, c'est de pouvoir, tu sais, comme rassembler ces personnes-là, de pouvoir bien s'entourer. Puis ça m'a pris un bon 2-3 ans, là, tu sais, avant de passer un peu par-dessus le syndrome de l'imposteur, puis de dire, c'est quoi, genre, je suis entrepreneur, puis je l'assume, puis je suis capable, tu sais. Ouais, puis est-ce que ça t'est arrivé de devoir briser une objection, de dire, ben, t'as pas de formation, t'es pas bien placé pour desservir ce cours-là. Tu sais, clairement, dans les premiers contrats, on vient tester la crédibilité, etc. Ça t'est-tu arrivé de devoir détourner ça ou négocier? Par moment, peut-être un peu, mais je pense pas. Puis, tu sais, j'essaie de m'en rappeler. Je pense pas que j'ai jamais eu une grosse objection par rapport à ça. Non. Puis j'ai aussi, tu sais, c'est sûr que je me remettais en question, je réfléchissais. Puis j'ai développé mon narratif, tu sais, pour l'aborder moi-même. Puis quand je l'abordais, c'était le fait que je sois jeune rend la chose encore plus accessible. Et contrairement à d'autres programmes où c'est quelqu'un de 40, 50, 60 ans qui vient enseigner l'entrepreneuriat, mais que les jeunes ne peuvent pas se voir en lui, ou quand la personne dit ben oui, j'étais dans vos souliers il y a comme 30, 40 ans, même affaire, je m'en souviens, je me rappelle le mot secondaire, je me cherchais, j'ai décidé de faire X, Y, Z, ben c'est une autre époque. Ouais. Pour la jeunesse, pour les jeunes qu'on avait sur les bancs des classes, on va dire, ben c'est comme, OK, cool, mais je vois pas comment... Je vois pas quel chemin suivre. Tu parles de différentes institutions, différentes époques, un différent marché, une différente communauté d'affaires. Fait que c'est plus difficile de se mettre dans ses souliers, puisque moi, je pense que je l'assumais. Je disais, oui, je suis jeune, mais justement, c'est ce qui fait la force du programme. Oui. Parce que j'apprends en même temps, ça se développe à chaque cours, ça s'améliore, mais surtout, c'est que ce qu'ils font, ce que je suis en train de faire actuellement, je l'ai fait il y a 1 an. Fait que non seulement c'est actuel, mais puis je m'en rappelle, parce que ça fait juste 1 an, mais en plus, on peut le vivre ensemble. Puis je pense que c'était beaucoup apprécié, ce côté-là. Ça t'est... Tu sais, veux pas, le premier cours d'apprendre à entreprendre, c'est il n'y a pas de recette à l'entrepreneuriat, il n'y a pas un chemin possible que tu vas prendre, puis c'est oui. Pas une bonne réponse. C'est ça, bon succès, tu vas atteindre le million comme ça. Si tu te fais dire ça, ben c'est clairement pas vrai. Est-ce que ça t'est arrivé de voir ou d'être en compagnie d'entrepreneurs qui finalement ils en connaissaient plus que toi ou ils ont eu plus de succès, puis ça a parti que hey, ils ont pris une recette qui fonctionnait clairement bien? Ben c'est sûr que si on lance l'entreprise dans des domaines un peu plus traditionnels, qu'on parle de restaurants, de même alimentation, peu importe, ben il y a des entreprises qui ont déjà emprunté ces sentiers-là. Fait qu'on peut minimalement s'inspirer de la chose, comme répliquer leurs bons coups et éviter leurs mauvais coups. Fait que c'est certain que ça, c'est définitivement possible. Mais c'est sûr que les unicorns ou encore les entreprises plus innovantes, ben là, c'est sûr que la roue un peu est à créer. Puis ben là, c'est un sentier qui n'est pas battu, fait qu'il n'y a vraiment pas de bonne réponse, mauvaise réponse. Mais même à ça, même dans le domaine traditionnel, il y a toujours une manière de faire les choses différemment. L'innovation n'est pas tant quantifiable, dans le sens que un restaurant qui décide d'avoir des banquettes différentes, ben c'est une innovation en soi, aussi petite qu'elle peut être. Fait que oui, c'est sûr que j'ai été entouré d'entrepreneurs plus compétents que moi. Tous les jours, j'en rencontre, puis je pense à ces personnes-là. C'est ça, mais c'est pas une comparaison de compétences puis d'expérience. C'est une question de vouloir, une question de passion. Puis ça, je me le suis fait beaucoup dire, comme t'es passionné, comme les impondérables, ben tu les as, puis on te fait confiance. Fait que les connaissances que tu n'as pas, on a confiance que tu vas pouvoir les acquérir. Ben oui. Puis que tu es coachable. Fait qu'on va pouvoir te parler, puis tu es une éponge, tu vas retenir. Fait que ça, c'est la clé aussi en affaires. Ouais. Puis là, je trouve ça intéressant parce que justement, après Entreprend a connu un succès, tu as eu des partenaires, c'était viable pour toi, c'était un revenu assez stable, tu pouvais maintenir ça. Puis là, tu viens, ben, récemment, tu es rentré en droit. T'sais, pourquoi maintenant? Pourquoi? Est-ce que c'était dans ta mission de... Tu voulais aller plus loin? Tu voyais quelque chose d'autre? T'sais? Ben, de base, je ne suis pas en train de droit récemment dans le sens que moi, je fais un double bac, fait que sciences commerciales et droit civil. C'est vrai. De 6 ans, le premier est de 6 ans, tu sais. Puis ça se fait que je suis un barreau après, bon, on verra de ce côté-là. Mais ça fait comme 3 ans, techniquement, que j'ai appliqué puis j'ai été accepté. Fait que là, je suis rendu à ma 5e année sur 6 du programme. Fait que là, je suis vraiment en droit. Puis oui, techniquement, c'est ma première année en droit l'année passée.
Mais là, pour revenir un peu à ta question de pourquoi continuer les études quand j'aurais pu juste lancer après entreprendre puis continuer dans du côté entrepreneurial à 100%. Je tiens à dire que je fais quand même mon 60 heures semaine, 70 heures semaine, sans compter mes heures au niveau business à chaque semaine, c'est sûr. Je skip des cours de temps en temps, je ne le cacherai pas. Mais... On a tous été là. Ouais, c'est ça. Mais durant la pandémie, entre toi et moi, c'est ce qui a sauvé l'entreprise puis qui m'a permis la croissance qu'on connaît actuellement puis tous les développements qu'on connaît actuellement. Parce qu'on avait un modèle qui n'était pas extrêmement scalable après entreprendre. À cette époque-là, avant la pandémie, c'était encore moi qui ferais les cours par moi-même. Fait que oui, c'était rentable, mais ça n'aurait jamais dépassé, selon moi, les 100 000 de chiffre d'affaires. Puis arrive la pandémie, on avait des revenus d'école, fait que des revenus garantis au niveau gouvernemental, ministériel ou peu importe. Fait qu'on avait quand même de l'argent qui rentrait, mais on n'avait plus vraiment de dépenses. Puis c'était comme une pause un peu pour réfléchir, pour finalement travailler sur l'entreprise, non pas dans l'entreprise. Ouais, tu veux pas te créer une job. Là. C'est ça, au lieu de travailler dans les opérations, aller donner un cours, après ça, envoyer une entente, après ça, poster des photos sur les réseaux sociaux, etc. J'étais comme, comment est-ce qu'on peut travailler nos systèmes? Comment est-ce qu'on peut croître? Fait que j'avais comme des mois pour faire ça. Ouais. Donc, j'ai vraiment, j'ai identifié c'est quoi les offres de services qui étaient vraiment rentables, puis celles qui étaient moins rentables. J'ai continué nos efforts dans certaines offres de services. J'ai redéfini un peu la clientèle, redéfini l'offre de services pour vraiment augmenter les marges. Puis l'année d'après, ça a fait comme plus 50%, plus encore l'année d'après. Ça a vraiment une belle croissance. Mais aussi durant la pandémie, puis là, ça revient au point au niveau de la scolarité puis mes études. Je me suis dit, c'est cool, j'adore ce que je fais après entreprendre, mais est-ce que je vais enseigner des cours pendant 25 ans? Puis la réponse, c'est non. Ouais. J'ai enseigné 1 an au secondaire. J'ai eu la chance de faire ça juste avant la pandémie, en fait. Là. Je me souviens encore de la scène quand la pandémie est annoncée. C'était dans la cafétéria de l'école. On voyait la conférence de presse de M. Legault à la télévision. Puis c'était comme, bon, les écoles ferment. On se regardait, OK. On retourne chez nous, qu'est-ce qu'on fait, tu sais? Puis c'est ça qu'on a fait. Mais fait que j'avais l'expérience dans le monde de l'éducation, je me disais, c'est super cool, mais je ne vais pas être enseignant plus tard. Puis, tu sais, comme, what's next? Tu sais, un peu après entreprendre. Puis est-ce que je vais en entreprise, est-ce que je délègue, est-ce que j'explore de nouveaux marchés, tu sais, de nouvelles offres de services, peu importe. Fait que j'ai fait un plan de carrière. J'ai vraiment fait la rétro-ingénierie de mon parcours, de ma carrière, en disant, OK, mais c'est quoi, ultimement, ce que je veux atteindre? Tu sais, ma carrière. Voulant dire que, tu sais, on déconstruit ça. Fait que dans 60 ans, 70 ans, ce que je veux faire, qui je veux être, veut dire que dans 50 ans, je fais quoi? Dans 45 ans, je fais quoi? 40 ans, je fais quoi? Dans 20 ans, je fais quoi? Dans 10 ans, je fais quoi? Fait que demain, je fais quoi? Fait que j'ai fait la rétro-ingénierie de ma carrière. J'ai reverse engineer un peu ma carrière, puis j'ai identifié dans les sphères d'intérêt. Puis de base, il y avait, oui, les affaires, c'est sûr. Il y avait l'éducation, il y avait la politique, que j'aimais beaucoup, puis le droit également. Parce que j'adore l'histoire. Okay, oui, je me considère comme intellectuel, et tout ça. Faire un double bac, il faut le vouloir. Oui, quand même, c'est sûr. Mais tu sais, je regardais ça, puis je me disais, les affaires c'est un peu dans tout. Tu sais, qu'on soit en santé, qu'on soit dans le monde du sport, qu'on soit dans le monde du droit, il y a une manière d'être entrepreneur ou encore qu'on soit en affaires, concrètement, qu'on se considère en affaires. Fait que je me disais, OK, c'est cool. Ça, c'est une donnée commune. Après ça, je regardais le droit, puis je me disais, même chose. Le droit influence la politique influence le droit. Le droit a influencé les conquêtes militaires, l'histoire du monde, puis vice-versa. On a juste à regarder l'époque de la colonisation pour comprendre les systèmes juridiques actuels. Dire que les pays qui ont été colonisés par la France, les colonies françaises, généralement ont minimalement un système, on va dire, bijuridique, inspiré du droit civil français, comme au Québec on a, ce qui explique le fait qu'on a du droit civil pour le droit privé, puis le droit, on va dire, d'entreprise, centre particulier, c'est clairement partout. Puis qu'on a de la common law, fait que le système d'inspiration anglaise, pour ce qui est droit constitutionnel, droit administratif, droit pénal, etc. Donc, on est un peu le mouton noir au Canada, parce qu'à cause de notre culture. Fait on regarde l'histoire du monde, puis on voit à quel point le droit a un impact sur comment le monde est aujourd'hui, puis est façonné, il va être façonné demain. Tous les contrats, tous les politiques, tous les... Exact. Oui. Puis, dans le fond, c'est drôle, mais tu t'es inscrit en droit dans le but d'entreprendre en droit, puis là, le projet c'est que je regardais... Je suis quelqu'un avec de multiples intérêts, puis j'aime pas la routine, j'aime ça changer, pouvoir voyager, etc. Fait que
je me disais, OK, ça c'est un de mes buts, je veux être libre de ce côté-là, mais je veux pouvoir toucher tôt ou tard mes différentes sphères d'intérêt. C'est à la politique, au droit, aux affaires, à l'éducation. Fait que, qu'est-ce qui me permet d'atteindre ça? Fait que, tu sais, si à un moment donné, mon plan B, je sais quand mon plan B, ça va être avocat. Je serais content. C'est un bon plan B. Là. Exactement. Mais je me disais, tu sais, est-ce que je veux viser être avocat? Pas nécessairement, je veux être entrepreneur, tu sais. Mais disons... tu faisais droit, je le savais que tu n'allais pas aboutir dans la cour, là. Ben peut-être, on sait jamais. Pour des bonnes... Ouais, exactement, mais on verra. Mais, tu sais, je me disais, avocat, ça me tenterait quand même, tu sais, ou à la limite, ouvrir mon cabinet de droit, tu sais. Donc, je reste comme entreprise également, pratiquer un peu, bon, etc., le vrai entre-deux. Fait que good, ça c'est intéressant, ça m'intéresse comme possibilité. Tu sais, je voulais avoir le plus de portes ouvertes qui me permet du jour au lendemain de me dire, c'est quoi, oui, je vais saisir l'opportunité, non, je ne vais pas la saisir. Tu sais, de ne pas me dire, je retourne à l'école, je fais ci, je fais ça, tu sais. Donc, je me suis dit, OK, là, j'ai étudié un peu le parcours de différentes personnes qui m'inspirent. Qu'on parle de gens politiques, qu'on parle de gens en affaires, qu'on parle de gens en droit. Puis, une donnée commune, c'est que la plupart de ces personnes-là qui ont eu des carrières que je trouvais fascinantes, puis vraiment qui touchent tous mes centres d'intérêt, avaient généralement étudié en droit. Parce que le droit, comme je dis, ben, c'est un avantage en affaires, bien évidemment, mais aussi au niveau de la politique, comprendre comment ça fonctionne, nos institutions, etc. Puis, ben, ultimement, bien évidemment, ben, pratiquer le droit, il faut étudier en droit. Donc, je me dis, OK, ben, la donnée commune, puis ce qui me permet de garder ces portes-là ouvertes, c'est d'étudier en droit, domaine qui m'intéresse d'ailleurs, puis domaine où il y a beaucoup d'opportunités. J'ai identifié les industries qui m'intéressaient le plus. Puis, une des données communes de ça, c'était le fait que c'est des industries qui ont très peu bougé dans le dernier centenaire. L'éducation, encore élection magistrale. Après ça, le droit, même chose, encore papier crayon. Je le sais, mes cours, là, on ouvre un code civil, on lit le code, that's it. Il n'y a pas vraiment de manuel. Je vis la même chose en santé. Là, exact. Donc, je me dis, OK, c'est cool. Il y a un peu une chasse gardée, un ordre établi. Let's fuck shit up. C'est comme un peu, c'est un peu le même que je pense. Fait que je trouve ça cool. Fait que j'ai vraiment fait rétro-ingénierie. Je me suis dit comment je peux garder ces portes-là ouvertes. Puis disons que je veux être en affaires 10-15 ans. Après ça, me dire c'est quoi, pourquoi pas me tremper les pieds en politique. Puis après ça, dire c'est quoi, je vais ouvrir un cabinet de droit pour représenter tous les contacts que je me suis fait en affaires sur ma carrière. C'est le droit qui me permet ça. C'est d'étudier en droit, d'étudier en affaires également, puis de développer mon réseau de contacts. C'est sans même savoir. Ces personnes-là vont m'aider à faire quoi, ou vont m'emmener où, mais dans 5-10 ans, faire « Ah oui, c'est vrai, je connais le bon gars, je connais la bonne fille pour ça, laisse-moi faire un appel, on va un courriel. » Fait que j'ai fait un arbre. Je me suis créé ma carrière, puis je me suis dit « OK, là, je suis confiant. » Là, je suis confiant, puis je me pose pas de questions de « Je suis à la bonne place, je devrais-tu faire autre chose? » Parce que je le sais que toutes mes sans intérêt, toutes les questions que je me pose, la réponse est là-dedans, puis que j'ai les munitions, puis j'ai les instruments qui vont me permettre de saisir les opportunités que je veux saisir. Cool. Fait que quotidiennement, je prends mes décisions en fonction de ça. Est-ce que ça me rapproche, ça m'éloigne de ça? C'est ça que j'aime parce que, puis j'en parle avec beaucoup d'entrepreneurs, on en a parlé dans l'épisode 1 du podcast, on va clairement en parler dans plusieurs épisodes, mais au final, être entrepreneur, c'est aussi adresser sa propre mission. On va solutionner des problèmes, mais... moi, je n'irai pas solutionner des problèmes en droit parce que c'est pas. Puis en politique, parce que c'est pas du tout un champ d'intérêt pour moi. Donc, on va s'entourer dans des champs qui nous intéressent. Puis là, après, on va creuser. OK, il y a un problème là. OK, ça fait 100 ans qu'ils font ça de même. Changeons les choses. Puis c'est cool d'avoir des entrepreneurs dans différents domaines parce que ils viennent brasser les choses. Puis comme tu as dit, ils fuck things up. Exact. Puis là, je trouve ça cool parce que tu savais un peu ça. Mais dans la dernière année. Ça s'est un peu concrétisé, puis j'ai le goût d'un peu d'en parler jusqu'à ce qu'on a le droit d'en parler, mais t'as récemment, ça fait quand même longtemps que c'est en processus, là, mais tu t'as fondé une entreprise en droit, innovante. Je te laisse en parler un peu plus. Exactement. Fait que... Pour faire une histoire courte, là, puis commencer du début, quand je suis rentré en droit, bien évidemment, j'avais appris à entreprendre, puis j'ai encore appris à entreprendre. Fait que ça, j'étais un gars occupé, puis aller à l'école pour 1h20, sciences commerciales en business, là, j'allais même pas un cours sur 2, des cours de soir, parce que soit j'ai de l'expérience pratique,
Fait que c'est un peu plus facile. Ou encore, tu sais, je me dis, bon, il y a des manuels qui existent pour ça, tu sais, fait que je peux lire ça chez nous, apprendre ça chez nous, sans me déplacer concrètement. Parce que je suis un gars qui aime l'efficience, fait que je me dis, on va être payant de trafic une demi-heure pour revenir, c'est 1 heure de perte dans ma journée pour 1h20 cours. Ouais, c'était à Ottawa. Ça vaut pas la peine. C'est ça, pour y aller, ça va bien. Pour revenir à 4-5 heures, c'est rough, le trafic. Mais sur King Edward, là, c'est rough. En tout cas, fait que là, ça allait bien en sciences commerciales. Skipper un cours, pas de problème. T'sais, ça me dérange pas de problème. Mais en droit, plus exigeant quand même, plus d'études. Fait que je pouvais pas autant skipper. Je skipais quand même un petit peu, mais quand même. Puis dans mes cours, j'avais différents pain points. De base, ben, comme je dis, c'est très demandant en termes de lecture, en termes d'aller à mes cours, etc. Ouais, c'est abominable. Puis je me disais, OK, mais comment je peux m'éviter ces lectures-là en ayant des bonnes notes, en faisant des listes? Comment je peux identifier ce qui est pertinent? Ouais. C'est autant au niveau de l'examen, mais aussi ce qui est pertinent dans la vie de tous les jours. Tu sais, que dans la pratique plus tard, en tant que juriste, ben, qu'est-ce qui revient puis qu'est-ce qui est juste bien le fun en théorie, mais en pratique, ça sert à rien. Tu sais. Fait que j'ai commencé à me développer l'œil pour ça, que je suis encore en train de faire. Ben oui. Mais deuxième pain point, c'est très unidimensionnel. Étudier en droit, c'est des exposés magistraux puis c'est papier. C'est de la jurisprudence, c'est de la lecture avec des termes extrêmement dry, là, comme on dit en anglais. Comme s'habituer au jargon puis à la terminologie juridique, c'est un art en soi, là, c'est un défi en soi. Que tu t'habitues après 1-2 sessions, là, puis ça va bien par la suite. Mais quand même, c'est juste frustrant. Puis moi, je me disais, hey, je fais beaucoup de routes. Tu sais, Défi 40 on fait le tour du Québec. Ouais. Ben, au lieu de passer 10 heures à lire la jurisprudence, qui me prennent une journée, le lendemain, ils vont faire 10 heures de route, on va dire, pour aller au Saguenay, au Bas-Saint-Laurent, je peux-tu mixer les deux ensemble? Je peux-tu écouter ma jurisprudence? OK, oui, mais est-ce que je peux l'annoter en conduisant? C'est sans faire d'accident, bien évidemment. Là, non, c'est ça. Puis la réponse était non. Tous les outils que je regardais, ça ne me permettait pas ce gain en efficience-là. Puis troisième pain point, c'est le fait que les technologies existantes en termes d'intelligence artificielle d'automatisation qui existaient, on ne peut pas les importer tant que ça au Québec parce que c'est des technologies en common law ou en droit civil qui ne comprennent pas le système de bijuridisme, le contexte de bijuridisme québécois. Influencé à la fois par un système de droit civil, du droit français, mais vraiment qui est du droit québécois, puis également par la common law anglaise. Donc, tu demandes à ChatGPT encore aujourd'hui. J'avais un pitch aujourd'hui, j'ai fait l'exemple. Le ChatGPT OpenAI, leur modèle le plus récent, tu demandes simplement, dis-moi, c'est quoi tel article du Code civil? Il donne une mauvaise réponse. Okay? C'est pas juste, c'est pas exact, c'est une mauvaise réponse. Il donne l'article 4, l'article 8, l'article 12, l'article 25. Tu sais. Fait que quand j'ai participé au G20, parce que oui, j'ai participé au G20 l'année dernière, Young Entrepreneurs Alliance, à New Delhi, en Inde, j'ai rencontré du monde incroyable. Qui au niveau des affaires, au niveau de la politique, vraiment qui représente tous les pays membres du G20, et quelques pays invités également. Puis j'avais rencontré des gens de l'intelligence artificielle. Fait que moi, je me suis dit, je vais utiliser les contacts de là, je vais développer ça un petit peu. Puis juste pour mes études personnelles, je vais développer des outils pour me permettre de gagner en efficience. Ce que j'ai fait. Mais là, mes amis, mes collègues de classe, rapidement, ont fait « Hey, peux-tu nous envoyer ça? On peut-tu l'utiliser aussi? Ça marche bien. » Je me suis dit « OK, il y a une business. » Encore une fois, puis ça m'a qu'avec Après Entreprendre, j'ai identifié une frustration que j'ai personnellement vécue et je prends part à trouver une solution. Je la règle à ma manière. Fait que ça, c'était la création, la naissance, la fondation de Legal Census. Fait que Legal Census, concrètement, on a 3 produits. Fait qu'il y a RAD, Compass et Lupa. J'ai uniquement parlé de RAD pour l'instant, pour pas dévoiler de punch, parce qu'on n'a pas encore annoncé 2 autres. Mais RAD, dans le fond, c'est un produit pour étudiants en droit, jeunes juristes et futurs juristes, qui nous permet, en quelque sorte, d'emmener le droit en 3 dimensions. Donc, de le rendre audio, de l'imager également, puis vraiment de gagner en efficience, d'approfondir notre compréhension, mais surtout de faire prendre au droit puis au support, la forme et les couleurs qu'on souhaite. Parce que, tu sais, on le sait, les types d'intelligence qu'on connaît en 2024, les approches pédagogiques sont multiples, tu sais. Puis en droit, je vois du monde qui sont pas super textuels, puis qui s'obstinent à lire. Mais là, ils ne s'en rappellent plus. Ils relisent. Mais eux, par exemple, ils apprennent mieux au niveau visuel. Ils apprennent mieux au niveau... c'est quoi les autres, en tout cas, d'autres types d'intelligence. Kinésie. C'est ça qui est... Dans le mouvement. Dans le mouvement. Kinésie, en tout cas, whatever. Oui. C'est toi le gars en santé. Mais
Fait que ça, bon, on va changer les rôles, on va t'interviewer, tu vas me parler des intelligences, ok, au niveau de la santé. Mais je trouve ça full intéressant parce que moi, j'ai vécu les mêmes frustrations ou mêmes problèmes en santé, de déficience, de dire « Hey, pourquoi je fais un dossier de 6 pages, écrit les mêmes choses dans toutes mes évaluations? » Tu sais, il y a tellement de perte de temps. Ouais. Tu sais, tu l'as pris, puis je pense que ça prendrait des entrepreneurs dans chaque domaine justement pour les stimuler parce que il y a des choses qui stagnent puis qui se font mal, puis je trouve que tu as ciblé le problème puis tu as dit garde, ça fait quand même 7-8 ans que je suis entrepreneur dans une entreprise qui roule. Là, j'ai un gros problème, puis on est sur le point tournant de la technologie. Là, je pense que tu vas quand même avoir... Parfait, là, il est incroyable. Non, c'est ça. Ouais. Il y a clairement un gap de dire ces étudiants-là, est-ce qu'ils vont être overwhelmed par le fait d'utiliser l'intelligence artificielle? Tu demandes dans une classe qui l'utilise. Là, ça devrait augmenter à chaque mois, là, mais moi, dans ma classe en physio, on était 60, 70. J'étais le seul à lever la main de l'utiliser quotidiennement. Tu sais. Les gens vont l'utiliser pour certaines choses. Correctement, dans le sens que ça me fait tellement rire, les professeurs ou encore les gens qui ont peur de l'intelligence artificielle. Je parle comme dans le contexte pédagogique et scolaire, parce qu'au bout de la ligne, là, si tu ne sais pas comment écrire un prompt, puis tu ne sais pas comment il fonctionne, les réponses ça va être tout croche. C'est pas aussi simple que de mettre une question en bonne réponse. C'est que tu établis le cadre. Non, c'est ça. C'est par exemple, c'est comme on parle d'un employé en formation. Si tu lui dis « va chercher un contrat », il va trouver un contrat, peut-être, ben c'est bon. Oui. Mais un contrat de quoi? De quelle valeur? Comment il va le négocier? On ne le sait pas. Fait que ton employé, tu lui dis quoi? Tu lui dis « OK, ben, on veut vendre tel produit. Ce produit-là, voici l'information, voici le narratif. Voici le price point. » T'sais, le price point, c'est une question horaire, c'est une question forfaitaire. C'est comme quand ça fonctionne. C'est paiement récurrent, ponctuel, etc. C'est un client unique, récurrent, tout ça. Tu vas après ça, il dire, ben c'est quoi ton persona, ton client type, right? Ouais. Puis, ben tu vas y mettre un cadre. Fait que regarde, va contacter des cliniques médicales de 10 à 35 employés dans l'Outaouais avec ce pitch, ce produit-là, puis développe-le. Mm-hmm. C'est le même right qu'on enseigne à quelqu'un comment faire les choses. Ben, l'intelligence artificielle, c'est la même chose. Si... Faut que tu l'entraînes, oui. Ben, pas juste que tu l'entraînes. Faut que tu saches comment interagir avec elle, lui poser une bonne question. Tu sais, de simplement mettre un examen, pouf, copier-coller, tu n'as pas me dire je l'ai fait, il y a eu 50%. Ouais, mais je te garantis qu'il y aurait eu meilleur si jamais tu avais mis le bon contexte. Si tu avais mis le curriculum, par exemple, en disant c'est un examen pour étudier en droit, qui sont en première année, qui sont au Québec, voulant dire système juridique, puis un cours de droit constitutionnel, par exemple. Et là, c'est un examen qu'on évalue X, Y, Z, voici la grille d'évaluation. Peux-tu répondre à l'examen? Ben oui. Ben, il va gagner des points, c'est sûr. Parce qu'il va pouvoir être stratégique. Fait que mon point, c'est que il y a personne qui sait réellement dans ces milieux-là comment utiliser l'intelligence artificielle. Donc, c'est bien beau qu'il l'utilise, c'est pas efficient. Ça va pas donner les réponses espérées. C'est vraiment une bonne introduction à l'épisode 3. Là. Je vais accueillir Sam qui entreprend en intelligence artificielle, puis j'ai hâte de lui parler de toutes ces facettes-là, de justement un prompt, qu'est-ce qu'il faut pour bien l'utiliser, parce que justement, le pourcentage de la population l'utilise, mais l'utilise pas encore correctement, d'arriver et de dire, regarde, c'est clé en main, pour tous les étudiants en droit, éventuellement pour des entreprises, etc. J'ai hâte de voir c'est quoi Luna. Mais... Lupa. Lupa, pardonnez-moi. Mais je trouve ça super intéressant. Je vois le temps passer. Je pourrais te parler clairement pendant 2 heures. Là. Mais là, on a parlé que du positif. Ça va bien, tes affaires. T'es bon, t'es beau. Tout va bien. Ah, toi aussi, t'es beau, Félix. Ben, merci. Mais là... Moi, j'aime ça parler aux entrepreneurs, puis je sais que c'est pas un domaine qui est facile. On le sait à quel point il y a des troubles psychosociaux, il y a de la dépression, il y a des hauts, il y a des gros bas. Bref, je trouve ça important qu'à chaque entrepreneur ou à personne, des novateurs à qui je m'adresse, de parler des moins bons moments, puis c'est le segment « claque d'en face » où je veux simplement, la question est large, mais... Est-ce qu'il y a un moment dans ton parcours entrepreneurial où tu t'es vraiment, dans tes propres mots, pété la marboulette ou tu t'es trompé, tu as vécu une grosse
peur, une honte, peu importe, puis ça allait mal, tu sais. Ouais. Ben, de base, oui, tout le temps. Tout le temps, comme, tu sais, Aux 2 hebdomadairement, là. semaines. Genre, non, mais juste ce matin, tu sais, c'est niaiseux à dire, mais d'entrepreneur, c'est d'être confortable dans l'inconfort, tu sais, de trouver son art quand on est perdu, tu sais, être habitué d'être déstabilisé. Ouais. Tu sais. Puis concrètement, en tant qu'entrepreneur, puis ça, je le vois avec des amis ou des gens que je connais qui sont pas entrepreneurs, restent entrepreneurs, un problème a peur d'un problème. Ouais. Je veux pas aller jusqu'au point que c'est toujours une opportunité, mais c'est juste, alright, une petite surprise. Ça, on va trouver une solution. Ouais. C'est juste ce matin, je pogne un flat en arrivant au bureau, avec ma voiture, j'étais à mi-chemin entre chez moi et le bureau pour le podcast d'ailleurs. J'avais une rencontre après pour Legal Census, possiblement parler, on est en compte de financement pour les investisseurs d'ailleurs. Ça vous tente, écrivez-nous, www.legalcensus.com. Mais justement, bon, j'ai un flat, alright. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que j'ai paniqué? Est-ce que je me suis dit, tabarouette, j'avais tout le goût de sacré dans mon auto? Non. Je me disais, OK, toute épreuve, Calme. etc. Mais en général, c'est une attitude. Fait que mon point là-dedans, c'est que c'est ce qu'on apprend beaucoup, je pense, avec ces échecs-là, c'est comment les gérer, comment se gérer là-dedans. Parce que c'est facile quand on est stressé, quand on est anxieux ou encore quand on vit une épreuve, concrètement, de soit cope ou encore de le rejeter sur des employés, des collaborateurs, ou quoi que ce soit, puis ça crée soit un climat toxique ou encore même que ça devienne stressant. Puisque si jamais on arrive à rallier une équipe et à dire, regarde, pas de problème, qu'est-ce qu'on peut faire? On se rassoit, ben on garde nos moyens, on garde le contrôle, puis that's it. Comme ça vient pas déstabiliser toute notre peine, puis etc. Bon, c'est sûr qu'il y a des problèmes plus importants que d'autres, plus graves que d'autres, mais c'est juste pour revenir au point que c'est super important, je pense, en tant qu'entrepreneur, en tant que gestionnaire, en tant que, aussi que gestionnaire du gouvernail d'entreprise, ben d'avoir une attitude qui soit saine par rapport aux problématiques puis aux enjeux et aux imprévus du quotidien. Mais là, pour revenir au segment avec d'en face, je pensais que tu deviens la question. Non, mais je voulais juste faire une parenthèse. Parce que quand même c'est ce matin, hors de ton contrôle, apprendre à délaisser ça. Tu sais, si c'est ta faute, ton contrôle, tu aurais pu éviter ça. Là, clairement, on s'en veut tous. Mais quand, tu sais, moi, ça m'arrive fréquemment. Là, j'ai un vieux char que les pneus me lâchent, le muffler saute, le bras de transmission m'éclate dans les yeux. C'est pas des choses que tu contrôles. Fait que, tu sais, au pire, tu dormiras à la chute une nuit, puis ça va bien aller. Exact. Mais ça, c'est hors de ton contrôle. Là, maintenant... C'est ça. Ben, je vais en parler de deux principalement. Okay. Je pense que c'est deux plus formateurs. Puis, tu sais, il y a des problèmes qui sont pas évitables en affaires, qui sont un peu indépendamment de notre contrôle. Fait qu'on a beau être bon, on a beau avoir de l'expérience, on a beau être compétent. Shit happens, en quelque sorte. Fait que le premier qui est extrêmement formateur, c'était l'année 2 d'après Entreprendre. À chaque fin d'année, le programme parascolaire, on organisait la foire entrepreneuriale. Qui était, puis je pense de participer même à l'année 1 ou 2, 1 je pense. Non, j'ai pas participé. Mon projet, il a floppé, fait que j'étais comme, ben, j'irai pas. Mais en tout cas, fait que, puis initialement, l'année 1, c'était plus petit. On était dans un incubateur, c'était une compétition de pitch, il y avait une petite bourse de 500$ max, de quoi de même, puis un petit jury, puis c'était juste bien le fun, puis bien relax, tout ça. Puis l'année 2, je me suis dit, on va faire de quoi de grandiose. On va louer genre une salle événementielle d'une école secondaire, mais qui est belge, c'est-à-dire, c'est pas une cafétéria. Ben, ça ressemble à une cafétéria. Qui est sharp. On va aller chercher des plus grosses bourses, des commanditaires. C'était comme une soirée à 10 000$. Puis à cette époque-là, je me disais, alright, on s'en sort là-dedans, let's go. On va inviter comme 150, 200 personnes, on va remplir la place, tout ça. Puis c'était la première fois que j'étais vraiment un peu plus dans l'événementiel. Parce qu'un petit événement à gauche et à droite, avec 30-40 personnes, je ne considère pas tant sur l'événementiel. C'est plus une rencontre là, entre personnes passionnées par la business. Yes. Fait que là, OK, on loue la place. Après ça, ça va être pour les assurances. Fait que OK, je me démerde pour les assurances. Après ça, on envoie les invitations, on vend les billets, trouver les commanditaires. Puis là, je me rends compte que sacrifice, ça peut être rentable, cette affaire-là. Comme trouver les commanditaires, ça peut littéralement être payé. Puis ça peut être une offre de service en soi, fait que je me dis, OK, cool. Je trouve des commanditaires, j'étais mon objectif, j'en suis environ 10 000$, on va dire, 10 à 12 ou 15 000$, en commandite. Puis je me dis, OK, parfait, c'est fait. Mais là, le moment venu, la salle ne pas être propre, elle n'est pas propre le matin. Fait que là, OK, on sort les mops, on le fait nous-mêmes, on enlève ça.
Il est supposé avoir du Wi-Fi, le Wi-Fi ne marche pas. On avait des télévisions. Puis dans les plans de commandite, j'avais trop promis, là. C'était écran sur les télévisions, allocution de temps, bourse de ci, visibilité de ça, plein d'inclusions. Puis entre toi et moi, là, à être celui que gère la soirée, de la broue dans le toupette, j'ai comme un petit peu oublié des fois des logos puis des plugs, là, tu sais. Fait que les télés marchent pas. Je me dis, laisse faire les télés. Comme le monde arrive dans une demi-heure, comme Fuck off, it, tu sais. ouais. Laisse faire les télés. Puis, tu sais, le principe, c'est qu'il y avait une foire, les gens circulaient, des kiosques, les jeunes faisaient des ventes, tu sais, comme présentaient leur entreprise à tout le monde, super cool. Puis, il y avait une partie pitch, les gens montaient sur la scène, pitchaient leur entreprise, puis il y avait un jury, puis on remettait des bourses par la suite. Honnêtement, pour le public, tout s'est bien passé. C'était peut-être trop long, oui, puis un peu désorganisé par moment, là, au niveau animation, puis peut-être comme des plages horaires, là. Mais en général, à part créneau horaire, tout ça, ça se passait bien. Mais où je l'ai vraiment échappé, en fait, c'est auprès des partenaires, des commanditaires. Moi, ils étaient tous là, tu sais, section VIP, assis sur leur chaise. Moi, j'avais promis de la visibilité, tu sais, etc. Puis comme je dis, télé ne marche pas. Je cours partout. Il y a des problèmes à gauche puis à droite, comme dans n'importe quel événement. Puis tout me tombe sur les épaules. Puis à la fin de la soirée, j'étais exténué. J'avais juste le goût de plus être là. À un moment donné, je suis sorti dehors. Quand je peux pas écouter des pitchs, Christy, j'ai le goût de vomir, je me sens mal. Parce que ça n'a pas l'air si pire, mais toute la soirée, il y a des commentaires qui sont venus me voir en disant comme « Ouais, t'as l'affaire pas fort ». Ou encore « Hey, je suis végé, puis l'option de bouffe, c'est pas végé ». Ou encore, même j'ai quand même de la nourriture, tu sais, pour tout le monde, il en restait plus. Fait que c'est pas tout le monde qui a pu manger, tu sais. Fait que plein de plaintes comme ça. Puis le monde qui me disait « On va s'en parler la semaine prochaine ». On va s'en parler. Puis à part de ça, des étudiants que j'avais dit « Ah ouais, vous pouvez avoir un pitch deck, vous pouvez avoir des slides et un PowerPoint ». Télé marchait pas. Wi-Fi marchait pas. Fait qu'of course, il n'avait pas. Les parents « Ah, c'est... » Tu sais, comme c'est décevant, tu sais, etc. Puis là, moi, je me fais critiquer 200 personnes devant moi par rapport à ça. Je filais pas bien, j'ai le goût de vomir. Puis après l'événement, bon, on ramasse. Je me dis, plus jamais, j'aille l'événementiel. Laisse faire ça. Puis je reçois, en plus de ça, c'était pas correct, je tiens à dire. De base, c'est partenaire commanditaire ou encore juste client là, dans le cadre d'un événement ou peu importe. C'est correct d'avoir des frustrations puis de négocier, mais faites-le donc pas dans l'événement, faites-le par la suite. De un, parce que la personne est beaucoup plus réceptive. Ne peut pas vous renvoyer du revers de la main. Mais deuxièmement, si vous voulez que ça se passe bien dans un événement, ben mettez-en donc pas plus. Mais le soir même... C'est tellement stressant, l'événementiel. Là, c'est parmi les jobs ou business les plus difficiles. Puis exact. Tout va mal tout le temps. Ça va jamais comme tu veux. Ben, il y a toujours des imprévus. Toujours des imprévus. Puis il faut que tu aies des bons gestionnaires, du monde de confiance. Mais justement, en arrivant chez nous le soir, je reçois un message sur Facebook d'une des commanditaires que je nommerai pas. Une compagnie, une PME importante dans la région, mais pas une grosse compagnie, comme genre nationale là, ou multinationale, là, vraiment pas. Puis c'est un message qui disait pretty much extrêmement déçu, ça n'a pas de bon sens, comme qui m'envoie un peu chier de ce côté-là. Puis là, traité de non, je me sens pas bien. Le lendemain, je me réveille, je vais pas au bureau, je me dis fuck that. Je regarde la télé, je veux oublier ça carrément. Là, comme all in all, c'était pas si pire. Parce que les participants aimaient ça, puis c'est une belle personne d'apprentissage, tout ça. Je devais faire un peu plus organisé, oui, mais c'est plus au niveau des partenaires, comme je le dis, puis de la réputation. Puis tous les partenaires, il a fallu que je prenne des meetings pour me justifier, pour m'excuser, pour dire j'assume mes torts, oui. C'est une première expérience, comme alright, qu'est-ce que je peux faire pour réparer ça? Fait que là, j'ai dit, OK, ben, le prochain événement, on va vous offrir une visibilité pour compenser, mais sans vous charger. On va compenser X, Y, Z. J'ai fait plein de choses comme ça. Mais j'ai failli, je me suis quasiment dit, qu'est-ce que je fais? J'arrête-tu la business? C'est même pas tant rentable que ça. Il a fallu que je paye des extras, etc. Ça a vraiment été un humbling experience, comme on dit en anglais. Puis, tu vois, depuis, c'est pas à cause de ça, entre autres, là, mais depuis ce temps-là, quand je parle de la pandémie puis de réorganisation un peu, je me rendais compte que, OK, c'est bien beau, mais ça a pris comme 1 mois et demi à organiser l'événement, pour quoi, 1000$ de,
de profit, on va dire, là. Mais qui n'en a pas valu la peine, là, tu sais. Fait que je me disais, c'est vraiment pas une bonne gestion de notre temps. Fait que là, justement, ben, on a un peu scaled down sur l'événement final. On fait un événement, mais qui était en ligne sur la pandémie, puis qui l'est encore, pour rassembler tout le monde aussi dans une même salle. Mais là, maintenant, comme on a des clients, des écoles, à Québec, à Gatineau, à Montréal, etc., de toute façon, faire un seul événement présentiel, c'était plus ou moins envisageable, c'était plus difficile. Donc, ça a vraiment été un wake-up call, puis je me suis rendu compte qu'il fallait bien que je m'entoure, puis que l'événement c'était peut-être pas pour moi non plus à 100%. Mais c'est drôle parce que c'était pas pour toi, mais finalement, la grosse partie d'Apprendre Autrement, maintenant, c'est le Défi 48 qui est une tournée d'événementiel. Fait que finalement, t'as quand même aimé ça. C'est l'événementiel à notre manière. Puis deuxièmement, on a des commentaires, on a des partenaires. Mais maintenant, par contre, ce que je dis, puis au niveau des pitches, ben de un, je promets moins, mais... Ben, je t'annonce qu'on s'améliore, genre c'est solide ce qu'on offre. Capable de promettre. Là, ben on arrive à livrer à marchandises, c'est sûr, mais tu sais, je préfère impressionner en offrant plus ou encore de meilleure qualité que d'under-deliver. C'est ça. Je veux livrer plus que j'ai promis. Mais l'autre chose, puis c'est une approche différente au niveau des partenaires que j'ai beaucoup de gens, puis c'est pour ça qu'on a, je pense, des gros partenaires comme Desjardins, Rio Tinto, c'est des grosses multinationales, là, littéralement, qui nous supportent, qui nous soutiennent. C'est carrément parce que quand je leur parle de commandite, je dis, regarde, n'importe quelle entreprise demande une commandite peut te montrer un beau pitch deck, avoir des beaux chiffres, une belle visibilité, tout ça. Mais moi, mon but, oui, j'ai un pitch deck. J'ai une planification financière, j'ai visibilité, moi, te l'envoyer. Mais concrètement, je veux qu'on jase. Je veux qu'on voit s'il y a un bon fit entre nous deux, mais surtout, je veux que tu saches, mais ça vient d'où l'idée, tu sais. Si tu vas avoir des retombées, mais si tu es uniquement là avec la motivation d'avoir des nouveaux clients, d'avoir des retombées, c'est pas l'événement pour toi. Parce que... C'est l'impact, je veux trouver du monde qui vont embarquer parce qu'ils y croient, qui croient dans moi, qui croient dans nous, qui croient dans la mission, puis le reste, c'est le cherry on top. C'est vraiment... C'est ta même mentalité. La crème fouettée sur le sundae, tu sais. Ben oui. Si tu as la même mentalité avec des investisseurs, comme par exemple avec Legal Census, tu es en processus encore à aller reach out aux besoins, mais est-ce que c'est ta même mentalité de dire, ben, si tu veux investir, je veux que le fit soit là, je veux que tu sois impliqué, ou si l'argent est là, on l'apprend? Non, c'est similaire. Faut qu'il y ait un bon fit. De un, mais de deux, c'est encore comme, tu t'attends à être riche demain matin avec ça, tu sais, c'est un projet d'envergure. Ben oui. Puis tu sais, c'est juste d'être transparent. Je suis pas en train de dire d'undersell, mais je suis en train de dire d'être transparent puis de montrer le fait que tu t'assumes. Puis moi, ces gros partenaires-là, c'est ça que je dis, au lieu d'avoir un PowerPoint, ci pis ça, quand j'en ai un, je le montrerai pas. Moi, te l'expliquer parce qu'entre toi et moi, c'est bien du flafla puis bien des affaires que toi-même, là, tu regardes le plan, la plateforme budgétaire en diagonale juste pour voir je l'ai faite. Mais est-ce que tu vas vraiment contester une dépense? Non. Mais non, t'as d'autres choses à faire que ça, tu sais. T'es en train de décider, tu donnes-tu l'argent à moi ou à un autre? Parce que c'est ça la décision, là. Ouais. Fait que, puis là, je dis, au niveau de l'impact, au niveau de ci, au niveau de ça. Parce que les autres, tu veux voir visibilité, tu veux les nouveaux clients, va sur Facebook, va sur Instagram, va prendre un influenceur, paye-les. Tu veux un impact maintenant. Tu veux t'associer avec du monde qui vont te faire grandir long terme, qui sont pas juste là pour un an, qui sont pas juste là pour un événement. Là, parlons. Puis généralement, ils sont comme sacrifice. T'as des guts. Tu sais, c'est comme généralement le monde nous fait dans le sens du poil, tu sais, nous prépare, bon, peu importe. Puis toi, tu te dis, regarde, t'es là pour X, Y, Z, pas que pour toi. Mais si t'es là pour l'impact, parlons. Fait que j'ai vraiment fait ça, puis ça fonctionne. C'est mémorable. C'est cool, parce que c'est. Puis je lisais ça justement dans un livre récemment, mais tu sais, l'esprit de la rareté, en anglais, la scarcity, tu sais. Ouais. C'est un peu ce que tu fais en négociation, puis justement, c'est comme, ben, c'est pas tout le monde qui est un fit pour être commanditaire ou être un investisseur. Ils veulent encore plus, tu sais. Parce qu'ils voient que tu as de la rigueur dans qui t'accepte, etc. Puis, ils voient que tu veux les impliquer, etc. Puis ça a de la valeur, clairement. Là. Exactement. Ça fonctionne parce que, tu sais, je parle de Legal Census, on a beaucoup de clients universitaires, c'est sûr. On va en avoir du moins des clients universitaires. Puis, tu sais, les contacts que j'ai développés avec Après Entreprend, autant au niveau des commanditaires que des institutions d'enseignement, comme les universités, tout ça, embarquent dans Legal Census parce qu'on a fait nos preuves. Puis, ils connaissent mes valeurs. Ils savent à quoi s'en tenir avec moi, à quoi s'attendre. Même chose, je ne nommerai pas de nom parce qu'il y a une confidentialité derrière ça, mais... il y a des gros partenaires qui, autrement, auraient été tellement difficiles à closer puis embarquer dans Legal Census, mais parce que la clientèle est similaire, mais le besoin est différent,
sais, puis là, c'est ça est différente, ben j'arrive à convertir ma clientèle, puis comme d'après Entreprend à Legal Census, qui est super pertinent, puis tous mes contacts, je garde des bonnes relations avec eux au long terme. Même chose, tu sais, ben, ils me suivent, peu importe ce que je fais, parce qu'au bout de la ligne, on encourage les individus et non pas les entreprises. On choisit avec qui on travaille, non pas dans quoi on travaille. C'est ça l'important, tu sais. Ouais, puis les connexions en affaires, c'est l'essentiel. Ouais. Écoute, on a parlé pas mal, on pourrait encore parler, mais j'adore notre conversation qu'on a eue. Te donner, puis ce que j'ai aimé aussi de ta réponse du segment, tu sais, t'es toujours dans les apprentissages, t'es toujours dans « ça va mal, on en tire comme ça ». Comme mot de la fin, j'aime ça l'appeler la pépite d'or, tu sais, un conseil à tout le monde qui écoute en entrepreneuriat, qui veulent innover dans leur propre domaine, en ingénierie, en droit, en santé, peu importe, tu sais. Qu'est-ce que tu leur dirais? Moi, je leur dirais, c'est bizarre à dire, parce que ça paraît évident, mais d'être eux-mêmes, de montrer leurs faiblesses, mais aussi leurs forces, de montrer leurs défauts, leurs qualités, d'être authentique et vulnérable, d'accepter d'être authentique et vulnérable. Ça veut pas dire de dévoiler sa vie à tout le monde, là, mais ça veut dire de montrer les coulisses. Puis en 2024, non seulement ça fonctionne, mais tout le monde a une identité. C'est pas pour rien que le marketing d'influence a sorti, dans le sens que c'est bien beau Windows, Apple, Facebook qui ont des pages sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, TikTok. Mais pourquoi j'irais comme m'abonner à Windows, Apple ou Facebook? Ben oui. Non. Mais si un employé, si Mark Zuckerberg, si les fondateurs de cette entreprise-là se créent un compte, puis on voit genre, ce matin on a un meeting, c'est une grosse journée, peu importe, tout d'un coup, l'entreprise a une personnalité, elle a un visage, elle est relatable, concrètement. Fait que le marketing d'influence le prouve, parce qu'on a l'impression d'avoir accès au-dessous de la chose. C'est un influenceur qui monte sa chambre à coucher, on a l'impression de le connaître, que c'est un ami, on a une relation avec cette personne-là. La réalité, est-ce que c'est ça? Non, mais ça démontre le fait que c'est extrêmement important. T'sais. Puis ça s'applique en marketing, juste dans la vie de tous les jours. Quand vous faites un pitch devant des investisseurs, ben, est-ce que je parle toujours mais en très formel, etc.? Non. J'arrive là, je veux être mémorable. Je veux qu'ils se rappellent, hey, le gars qui X, Y, Z, c'est quoi les traits distinctifs? T'sais? Comment est-ce qu'on se démarque? Se démarquer ne veut pas dire être meilleur, ça veut dire être différent. T'sais. Ben oui. Fait que justement, les gens choisissent avec qui ils font affaire, non pas l'entreprise ou le projet ou avec quoi ils font affaire. Donc, mettez-vous de l'avant. Je ne demande pas d'être influenceur. C'est quand même introverti, tout ça. Là. Ben oui. Mais il faut le montrer. Hey, regarde, d'arriver dans un pitch là, dans un investisseur et dire moi, tu sais, je suis introverti. Fait que c'est stressant, là. Je vais vous avouer que j'ai changé de chemise avant, là, parce que je suis un petit peu. Ça fait rire. C'est comme, coudonc, il est accessible, j'ai le goût d'aller prendre une bière avec, tu sais. Bien évidemment, il faut rester professionnel. Mais mon point, c'est que des petits commentaires, tu sais, comme bien perçus à gauche puis à droite, que tu sais qu'il n'y a personne qui ferait. Ben, c'est mémorable, ça nous distingue, puis ça rend nous... Ça nous rend attachants. Tu sais, c'est exactement ça. Fait que c'est mon conseil. Ouais, tellement un bon conseil. Puis c'est drôle de le dire, mais tu sais, des fois, il faut même se forcer à rester soi-même. Mais au final, c'est ça qui paye. Puis moi, j'en tire, les gens qui en écoutent en tirent clairement. Là, on doit tous entreprendre ou vivre ou faire une carrière qui nous ressemble. Ouais. On veut pas vivre dans... Je veux pas vivre dans tes pantalons, malheureusement. Là. Non, exactement. Écoute, un grand merci pour le temps, la conversation. On se parle quand même fréquemment, mais d'avoir pris le temps pour le podcast. Merci d'avoir ajusté d'ailleurs. Oui, clairement. On est nomades, on s'adapte. Mais tout le succès pour Legal, puis je pense pour Legal Census, mais je pense que c'est ce que je trouve vraiment cool, que t'avais pas le plein potentiel avec Apprendre à entreprendre. T'aidais d'autres à devenir entrepreneur, mais là, t'as enfin comme vraiment l'essence de dire, OK, là, j'ai de quoi... Mais je tiens à dire que c'est pas par rapport à Apprendre à entreprendre. Je continue à rouler Apprendre à entreprendre, ben oui. J'aime Apprendre à entreprendre. C'est même qu'il y a un potentiel, c'est vraiment une question que Legal Census touche toutes les sphères, toutes mes passions, ce que je fais actuellement. Puis moi, je suis entrepreneur, je suis un créateur, je suis un passionné. Fait que c'est certain que j'ai constamment des nouvelles idées, des nouveaux concepts, ben oui. Mais celle-là, par contre, puis veux pas. C'est the next big thing.
Quand tu impliques d'autres personnes dans l'entreprise, tu sais, là, tu as des employés avec Amara Entreprend, ben, ces personnes-là vont innover ou vont créer dans la propre entreprise. Ben là, toi, tu voulais retomber à case départ de dire, ben non, je pars seul, puis je refais de quoi, puis là, on va regrandir notre équipe, puis je trouve ça cool. Une bonne chance à jongler avec tout ça. Ben, merci énormément. Aussi, un gros merci à toi pour l'invitation. À déplacer, ben, tu sais, les podcasts à Québec, à Gatineau, à Montréal, etc. Fait que c'est super le fun. Mais non, super belle discussion, bien content. Puis, ben, allez si vous abonnez. Là. On a rien d'autres podcasts, sérieusement, ça vaut la peine. Charles-Antoine, allez partout. Après, il entreprend. Legal Census. Allez lui donner du cash. Il n'y en a pas besoin. Mais... Merci. Un gros merci, Félix. Ciao. All right.